commençons par rappeler les faits, comme Oui. j'en ai l'habitude. Qu'au début de ce dialogue inclusif et souverain, ce dialogue national inclusif et souverain, je veux dire, il y a eu des escarmouches entre les organisateurs de cette affaire-là et certains leaders politiques en la personne du président des transformateurs. Vous parlez de cette affaire, ça veut dire que vous n'avez pas trop cru à ce dialogue-là? J'y arrive. Allez-y. Allez-y. Donc, il y a donc eu ces escarmouches avec voix de fait contre, n'est-ce pas, certains militants du parti, les transformateurs de Succès Masra, je crois bien, et ce qui a poussé certains leaders de position de claquer la porte, certains leaders de jeu de claquer la porte également, et même certains groupes armés qui voulaient participer à cette affaire-là, parce que vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, appeler vous ne pouvez pas appeler vos compatriotes dans un cadre de dialogue, et plus tard, vous utilisez la sous-texte pour aller envahir le siège d'une formation politique, pour aller justement mettre certains en bâtisse d'autres. Donc ça c'est d'abord le contexte. Maintenant, ça intervient également dans le second contexte, c'est quoi? C'est que naturellement la transition, la première étape de la transition était arrivée à son terme. Donc il appartenait aux autorités de transition parce qu'il y avait contre eux la montre. Il fallait donc absolument organiser ce dialogue-là sous peine d'être dans une situation d'illégalité et d'illégitimité du point de vue légal et du point de vue politique. Quand je l'ai dit, quel est le bilan qu'on peut faire? Déjà, j'ai l'habitude de dire qu'on ne peut pas aller régler les problèmes des citoyens en terre étrangère. Et je voudrais vous rappeler également que cette affaire a commencé par les consultations du côté du Qatar. Oui, à Doha. À Doha, oui, voilà. Donc, il y a là également, certaines leaders politiques ont claqué la porte. Parce que il y avait... Le contentement a été affiché dès le départ. Bien évidemment, parce que il se plaint de ceux qui n'ont pas été associés à l'organisation ou bien le choix des thèmes diplomatiques à mettre sur la table. Pendant que d'un côté, je parle du gouvernement de transition, il y a des sujets qui voulaient être éludés. Donc, je crois que quand j'ai mis sur la table ces différents éléments factuels, revenons au niveau du clou, au niveau des annonces qui ont été faites par le président du Conseil militaire de transition. Libération des prisonniers politiques, l'adoption d'une nouvelle constitution, l'organisation des élections législatives, présidentielles et même locales. En quelque sorte, voilà quelques annonces fortes faites quand même à l'issue de ce grand dialogue national. Vous avez oublié la nomination d'un nouveau premier ministre à la suite, oui, effectivement. Et je crois que c'est Saleh Kezabo qui a été nommé, qui a été un farouche opposant à Idriss Déby Itno. Donc ça c'est également, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut tout simplement dire qu'en politique il n'y a pas des émotions. En politique il n'y a que deux choses qui sont essentielles. Vous avez les enjeux et vous avez les intérêts. Les émotifs, c'est pas fait. Je veux dire, les émotifs ne sont pas faits pour la politique. Non pas leur place en politique du tout. C'est un peu ça. Et ça veut également dire quoi? Ça veut également dire qu'aujourd'hui, les mensonges d'aujourd'hui peuvent être les vérités de demain. Et vice versa. Et le Tchad s'inscrit dans une dynamique de réconciliation nationale. Je pense que le président du Conseil militaire de transition l'a évoqué. C'est-à-dire qu'il faut une réconciliation nationale. Et la raison certainement pour laquelle il a nommé comme chef du gouvernement quelqu'un qui était un farouche opposant à son père. De toutes les façons, nous aurons l'occasion de parler dans les détails, monsieur Aïssi, de la démission du Premier ministre qui a assuré la première partie de la transition et bien sûr la nomination du nouveau Premier ministre. Mais je voudrais qu'on reste tout d'abord sur les résolutions de ce dialogue national avec une autre annonce également, celle relative à la prorogation du mandat du président de la transition qui passe à 24 mois. J'y arrivais en fait. J'y arrivais. Parce qu'il était question de faire d'abord une ébauche, n'est-ce pas, de la situation des faits saillants, que ce soit au niveau de l'organisation, au niveau des déclarations, des narratifs des uns des autres, au niveau des nominations de certaines personnes, de certaines personnalités, et un peu sulfureux. Quand je le dis, je pense que
moi, ça me pose problème. Pour que je n'oublie pas, oui. Moi, ça me pose problème le fait que nous avons affaire à des 2 poids 2 mesures. Selon qu'il s'agisse du Mali, du Tchad ou de la Guinée-Conakry, ou qu'il s'agisse du Burkina Faso, qui sont des pays qui ont à leur tête des dirigeants entrepris, c'est-à-dire des militaires. Et il y a eu une vague d'hypocrisie qui s'est manifestée la semaine passée à l'annonce justement de ce que le président du Conseil militaire de transition pouvait briguer un mandat présidentiel à la prochaine élection présidentielle du côté du Tchad. Et vous avez vu l'Union européenne qui est pilotée par qui, vous savez, en sous-marin, qui s'est fendue en déclaration inutile comme d'habitude pour s'offusquer de ce que c'était inacceptable. Mais c'est donc le problème. Il y a du 2 poids 2 mesures quand vous regardez ces situations que traversent ces pays. Déjà, vous avez quelqu'un qui allait à Doubé, n'est-ce pas, le fils de l'autre au Tchad, lors des obsèques de son père. Il était le seul Locodem présent qui est venu tenir un narratif qui était un peu plus inacceptable. Donc, pendant que lui, il a Doubé, donc, n'est-ce pas, un militaire, du côté du Tchad, du côté du Mali, il condamnait un coup d'État. Mais c'est une condamnation pas possible. C'est-à-dire que vous avez des institutions, il y a quelqu'un qui a prétendu, je parle d'Obama, et notre, comme je l'ai dit, j'ai l'habitude de le dire, c'est contradictoire. Ce sont des gens qui vont de contradiction en contradiction, qui vous disaient que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, l'Afrique a besoin d'institutions fortes. D'accord. Et là, on peut dans le sens là, que si l'Afrique a besoin d'institutions fortes, qui anime les institutions? Ce sont des hommes forts qui doivent le faire. Alors, dans le contexte tchadien, après le décès, l'assassinat du président Déby, mais qui devait assurer qui devait assurer justement l'alternance. La personne qui devait assurer qui devait gérer la vacance du pouvoir, je veux dire, la personne qui devait gérer la vacance du pouvoir, c'était le président de l'Assemblée nationale, si on s'en tient à la constitution du Tchad. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais, comme on dit dans mon pays, le Cameroun, le président de l'Assemblée nationale est tombé en brousse, il a entré au maquis, parce que les militaires l'ont dissuadé de le faire. Et qu'est-ce qui s'est-il passé? Il y a eu une annonce à la télévision nationale tchadienne, qui mettait en place justement ce fameux conseil militaire de transition. En autre terme, c'était un coup d'État. À la fois militaire et conditionnel. Parce que c'est différent des coups d'État ordinaires qu'on observe. Non, oui, c'était quand même un coup d'État, du sang a coulé. Même si ce n'était pas un coup d'État ordinaire, mais il y a quand même eu tout le décor, tout le scénario d'un coup d'État ordinaire, classique, était en place. C'est-à-dire que vous avez des militaires qui font des déclarations à la télévision nationale, aux médias nationaux, à entrer avec les armes au point. Le couvre-feu est déclaré sur tout le territoire national, avec la fermeture des frontières. Bref, les mesures qu'on prend le gouvernement est dissous. Oui, effectivement. Donc toutes les institutions sont dissoutes. Donc, c'est pour vous dire quoi. Donc tout le scénario d'un coup d'État classique était mis en place. Mais là, c'est la même chose qui se passe du côté du Mali. On commence à claironner du côté de l'Élysée, on commence à masturber du côté de l'Union européenne, comme ils en ont l'habitude. Donc moi je pense que, et ça me pose un véritable problème, c'est l'ingérence de ces gens qui nous donnent des leçons de démocratie, mais qui dans la pratique sont tous sous les démocrates. C'est de ça qu'il est question. Donc, c'est donc une contradiction pas possible. Moi ça me pose donc justement un problème, cette prorogation de 2 ans, n'est pas de mandat du Conseil militaire de transition, et qui pose, d'abord ça pose un problème de légitimité. On va me dire que le dialogue national et souverain était légitime. Je ne pense pas du tout, dès lors qu'il y a eu des sons de clauses discordantes. D'un côté, vous avez Paris qui est en arrière-plan et qui a ses bases militaires au Tchad, qui souffle le chaud et le froid. Dès lors que vous avez donc Paris et l'Union européenne en arrière-plan, ça dévoile tout, ça corrompt tout le mécanisme. Voilà un peu la situation de manière générale. Monsieur Aïssi, merci beaucoup pour ce premier jet sur la thématique de ce matin. Nous parlons bien sûr du gouvernement national, ou du moins du gouvernement d'union nationale qui devrait donc être mis sur pied, ou alors
qui a même pratiquement déjà été bichopé avec la nomination d'un nouveau Premier ministre. Mais bien avant de parler de cet opposant historique au feu maréchal M. Déby, parlons tout d'abord de la démission en question de celui-là même qui a assuré la première partie de la transition au poste de Premier ministre. Il s'agit bien sûr de Pahimi Padaké. Compte tenu du contexte, M. Aïssi, comment interprétez-vous cette démission? Il démissionne après 18 mois. On peut interpréter ça de quelle façon? Non, c'est tout à fait normal. Ça fait partie des mécanismes de gestion des institutions. C'est-à-dire que lorsque, mettons, je voudrais faire un peu de fiction. Lorsque, après une élection, qu'elle soit présidentielle ou bien législative, très souvent, il est question, selon la nouvelle configuration politique, de dissoudre le gouvernement, de mettre en place un autre gouvernement. Donc c'est tout à fait logique. Donc on considère au Tchad que il a fait son job pendant les 18 premiers mois. Maintenant, avec le nouveau mandat qui a été accordé au Conseil militaire de transition, il faut d'autres hommes, d'autres personnes qui arrivent pour conduire le second mandat de ce conseil-là. Donc, il n'y a pas d'interprétation malsaine à faire. Ça veut dire qu'il devait laisser sa place à quelqu'un d'autre? Non, c'est tout à fait logique. Oui, tout à fait logique. 18 mois donc pour M. Pahimi Padaké, lui qui est arrivé aux affaires, c'était au mois de mai 2021. Pour le remplacer, le choix donc été porté sur un ancien opposant historique. Il s'agit de Saleh Kidzabo, un opposant éternel donc du côté du Tchad, lui qui s'est également déjà présenté à plusieurs élections présidentielles. Il est âgé de 75 ans, ancien journaliste, 4 fois candidat à la présidentielle. Il s'agit bien sûr du nouveau Premier ministre aujourd'hui. Un choix du passé, monsieur Aïssi, un choix qui est pour la plupart du côté de l'opposition aujourd'hui au Tchad, c'est contesté. Pour certains, ils estiment que avec ce choix qui est porté sur monsieur Kebzago, le président Idriss Déby voudrait s'assurer d'une éventuelle succession d'ailleurs à son propre père. Tout à l'heure, je vous disais que il est en train de baliser le chemin, en tout cas, selon certains partis d'opposition. Lorsque vous posez un acte politique, vous n'allez pas interdire aux gens de l'interpréter comme ils veulent. Donc, c'est tout à fait logique que ce choix qui a été accepté, parce qu'il avait également la possibilité, je ne sais pas, du nouveau Premier ministre du gouvernement, il avait aussi la latitude de décliner cette offre, n'est-ce pas? Il a été consulté, je pense. Donc, il avait dans la latitude aussi de décliner cette offre, mais il l'a accepté. Pourquoi il l'a accepté? Donc, du point de vue politique, il doit assumer son choix. Maintenant, l'interprétation qui est faite par les autres leaders politiques, ça les engage. Ça les engage. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le champ politique. Tout à l'heure, je vous indiquais que lorsque vous vous engagez dans le champ politique, il faut éviter des émotions. Le champ politique, ce n'est pas les émotions. Le champ politique, ce sont les intérêts, ce sont les enjeux. Et je pense que le nouveau Premier ministre, il a pris en compte ces différents éléments. C'est-à-dire que le champ politique, comme je vous l'indiquais tantôt, les vérités d'aujourd'hui peuvent être des mensonges de demain, et vice-versa. Vous l'avez d'ailleurs indiqué dans votre propos, à savoir qu'il a postulé à plusieurs reprises 4 fois candidat à la présidentielle. Le fauteuil présidentiel, il n'a pas pu réussir. Mais il n'est pas le seul leader politique au Tchad que nous sachions. Donc, même si d'aventure il y a une élection présidentielle demain, le fait qu'il est déjà membre du conseil, Premier ministre, n'est-ce pas, du conseil militaire de transition, le disqualifie. Parce qu'il semble que le nouveau gouvernement... C'est une façon déjà d'écarter un potentiel candidat à la prochaine élection. Il peut aussi démissionner par la suite. Même s'il il peut démissionner, nous sommes coutumiers du fait. Il peut démissionner pour justement être candidat. Même si dans le contexte francophone, les francophones n'ont pas l'habitude de la démission, n'a pas l'habitude de la démission, mais il peut démissionner. S'il pense qu'il peut, il faut aller compétir à nouveau pour le fauteuil présidentiel, il peut démissionner. Là, cette latitude également. Je pense que la loi ne lui interdit pas ça. Ne lui interdit pas cela. Donc, je pense qu'il faut, de mon point de vue, inscrire ce choix
dans la dynamique de la réconciliation nationale qui a été convoquée tout à l'heure par le président du Conseil militaire de transition. C'est-à-dire que la dynamique de la réconciliation nationale, je pense qu'il a fait beaucoup de déclarations. On attend de voir si les actes vont suivre, à savoir l'ouverture, n'est-ce pas, du champ politique, la libération des prisonniers, de tous les prisonniers, notamment des prisonniers de guerre, bien éventuellement des prisonniers politiques, pourquoi pas s'il y en a. Donc ça veut donc dire qu'il est en train d'ouvrir l'horizon pour que, y compris ceux qui sont à l'extérieur, qui rentrent au Tchad pour construire ensemble le Tchad. Mais il a de très bonnes idées, c'est une très belle initiative, c'est encouragé. Peut-être ça va permettre finalement aux dynamiques de contradiction permanente qui ont l'habitude des coups d'État, de se calmer un peu. Ça va peut-être également mettre à l'écart ces dynamiques exogènes qui ont l'habitude de s'ingérer dans les affaires, dans nos contradictions internes, de se calmer aussi un peu. Donc, je pense que ce sont de très bonnes annonces. Nous attendons de voir. Mais sauf que, comme je vous l'ai dit, lorsque vous voyez en arrière-plan, Paris qui s'ingénue à s'immiscer dans ces affaires-là, vous voyez l'Union européenne qui s'ingénue à s'ingérer dans ces affaires-là, ça suscite forcément des questionnements, des interrogations. Donc, nous restons dubitatifs. Nous attendons de voir, parce que moi je suis journaliste. Nous les journalistes, on ne commande pas les spéculations, on ne commande pas les déclarations. Très souvent, nous commentons les faits. Il s'agit donc pour vous d'un choix purement stratégique, le fait aujourd'hui de nommer M. Kibzabo au poste de Premier ministre au Tchad. C'est un choix politique. C'est un choix politique, comme je l'ai indiqué tantôt, c'est un choix politique qui répond à la dynamique d'ouverture, puisque vous avez annoncé tout à l'heure qu'il y a un gouvernement d'union nationale qui est annoncé. Donc il est donc question d'associer tout le monde dans cette dynamique de réconciliation nationale. Et je crois que c'est tout à son honneur. Lorsque je parle de qui, je parle du général Mahamat, ça dit, Déby, c'est tout à son honneur d'ouvrir le champ politique, de descripter le champ politique. Bon, est-ce que lui, il sera candidat? Ça également, ça pose problème. Parce que apparemment, les résolutions du grand dialogue national inclusif et souverain lui donnent la latitude d'être candidat à sa propre succession. Donc là également, si d'aventure il s'inscrit dans cette dynamique-là, ça peut également susciter, je veux dire, des manifestations, des contestations, des réprobations de la classe politique, ce qui est tout à fait légitime. Là, on va s'inscrire dans une sorte de succession dynastique, n'est-ce pas, à la tête d'une république, c'est-à-dire de la République du Tchad. Donc je pense que si vous éventuellement s'inscrit dans la dynamique qu'il a annoncée, s'il a de bons conseillers politiques, il serait véritablement question pour lui de ne pas se présenter à la prochaine élection présidentielle, peut-être de fabriquer quelqu'un, un dauphin, comme ils en ont l'habitude, qu'on en a l'habitude dans nos enclos coloniaux, justement, qui se fabrique un dauphin qui va pouvoir positionner là, c'est tout. Donc moi je pense que je voudrais pour l'instant m'aligner dans ce qui a été déclaré, qui a été dit par lui, à savoir l'ouverture démocratique, la décrispation du champ politique, la libération des prisonniers politiques, bref, la modernisation des institutions du Tchad. De fortes annonces, on va le dire comme ça, mais nous le savons, M. Aïssi, tout à l'heure, vous l'avez d'ailleurs évoqué, le Tchad reste sur une dynamique de réconciliation nationale. Alors la question qu'on se pose, est-ce qu'on peut véritablement parler d'une dynamique de réconciliation nationale lorsqu'à chaque fois on évoque d'éventuelles ingérences occidentales? C'est ça la malédiction des pays africains. Lorsque vous avez regardé tout à l'heure l'élément qui nous a été présenté, proposé par la réalisation, vous avez vu dans la salle beaucoup de représentants des chanceliers occidentaux, au premier rang desquels l'ambassadeur de France au Tchad. Cet ambassadeur-là, il faut le dire, avec la bénédiction du Quai d'Orsay, organise régulièrement des messes nocturnes à des heures de Nicodème avec certains opposants au Tchad. Pour faire quoi? Justement, pour aller à contre-courant, très souvent, des aspirations profondes du peuple tchadien. J'ai l'habitude de dire que lorsque vous laissez
la France et l'Union européenne s'investissent dans votre champ politique, au travers soit des financements des élections, ils vont forcément s'ingérer. Donc, très souvent, la meilleure façon de faire, c'est qu'ils ne vous donnent pas un copec, là que vous organisez vos choses. La preuve, c'est que dans le contexte camerounais, Paul Biya n'a pas l'habitude. Il organise les élections avec l'argent du Trésor public camerounais. Il n'a jamais tendu la main ni à la France, ni aux États-Unis, ni à l'Union européenne. Parce que justement, c'est ça qui a créé, par exemple, les problèmes. C'est une parenthèse. C'est ce qui a créé les problèmes en 2010 du côté de la Côte d'Ivoire, où justement, c'est pas c'est l'Union européenne, portée par Paris, qui avait financé les élections de ce côté-là. Si ça n'avait pas été l'Union européenne, je pense que la situation aurait été tout autre. Donc, il faut donc mettre ces gens-là à l'écart de tout. C'est-à-dire qu'ils respectent le droit de réserve à travers leurs représentants diplomatiques, leurs mercenaires, sous les oripeaux, qui se présentent sur les oripeaux des diplomates, qu'ils demandent à ces diplomates de rester tranquilles, de respecter les lois des pays, des pays hôtes. Parce que la réciprocité, comme vous le savez, est absolument inacceptable, voire impossible. Je ne vois pas un diplomate tchadien accrédité à Paris organiser des réunions nocturnes avec les opposants au régime de Macron à Paris, financer les opposants de Macron et que cela soit toléré. Mais il n'y a que dans nos enclos coloniaux que cela est toléré, c'est-à-dire on laisse les ambassadeurs quelquefois se balader dans nos espaces de vie en petites culottes, tenir des meetings politiques nocturnes avec certains leaders politiques ou bien une partie de la société civile. Il n'y a que dans nos enclos coloniaux que cela est possible. Moi, je pense que ce sont des dynamiques qu'il faut absolument démanteler, combattre. Qu'il faut combattre. Donc, je crois qu'il appartient. C'est-à-dire le fait d'être à chaque fois à la solde de l'Union européenne ou des financements qui viennent d'ailleurs. Bien évidemment. Je ne pense pas que le Tchad soit incapable de mobiliser des fonds pour organiser une élection. On n'a pas besoin que... C'est pas Paris qui vient vous dire sur le manteau de la générosité. Il débloque à votre compte de l'argent pour organiser les élections dans votre pays. Non, c'est pas possible. Donc, je pense qu'il faut comme... C'est pour laquelle j'ai l'habitude de dire que ce qui se passe au Tchad pose un autre problème. C'est que, à un moment donné, nous avons eu l'espoir qu'il y avait la dynamique panafricaniste qui était réelle de ce côté-là, mais nous avons malheureusement le sentiment, il y a peut-être certaines personnes qui peuvent nous contredire, j'aimerais bien, mais nous avons le sentiment que c'est le renforcement de la France-Afrique au Tchad. C'est le renforcement de la France-Afrique. Or, vous le savez, le problème avec les enclos coloniaux de l'espace francophone, c'est la France-Afrique. Il faut en sortir. Lorsque vous faites le bilan de la France-Afrique dans nos enclos coloniaux, il est quoi? Ce sont des coups d'État. C'est la corruption. C'est des ingérences. N'est-ce pas? C'est les leçons de démocratie, des droits de l'homme et consorts. Donc, je pense qu'il faut sortir de la France-Afrique. C'est l'exploitation de nos matières premières. C'est le terrorisme. C'est le viol de conscience. Les crimes politiques. Les crimes humains, tout ce que cela comporte. Donc, il faut sortir de là. Il faut donc, justement, et je profite de cette tribune pour demander au peuple tchadien de s'inscrire dans la dynamique, n'est-ce pas, du panafricanisme au Tchad. Je crois qu'avant d'être assassiné, Idriss Déby avait commencé à s'engager dans cette dynamique, la dynamique de rupture. Je crois que c'est ce qui lui a valu de recevoir une balle dans la tête. Parce qu'il s'inscrivait, lorsque vous regardez à nouveau ces éléments de langage lors de sa campagne au Tchad, qu'est-ce qu'il disait? Il se pose la question de savoir est-ce que les terroristes descendent du ciel et qui finançait les terroristes. Ça veut dire qu'il se posait de très bonnes questions. Justement, il commençait à contester ce système. C'est-à-dire le système France-africain. Il commençait à le contester. Or, il a appelé l'avoir quand même servi.
Et il a constaté qu'il a été instrumentalisé par ce système. Oui. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut donc que les Tchadiens s'inscrivent dans la dynamique, la dernière dynamique de, je sais pas, Mohamed Idriss Ino, qui consistait à engager une rupture, d'abord contre le paternalisme français, qui, il faut le dire, a des bases militaires de ce côté-là, contre l'ingérence à la fois de l'Union européenne. Oui. C'est important. Donc, je crois qu'il faut qu'il soit dit que si Mohamed Déby, il ne vous donne pas vos vêtements, donner un signal fort, avoir envoyé un signal fort aux Africains, au peuple tchadien, il va falloir qu'ils s'inscrivent dans la dynamique panafricaniste. Monsieur Aïssi, et très généralement on le dit, et d'ailleurs on le relève ici sur Forio Télévision à chaque fois que nous sommes à l'antenne pour vous produire les différents contenus qu'on produit au quotidien, c'est le peuple qui est souverain, c'est le peuple qui décide. Est-ce que vous pensez que le peuple tchadien est décidé aujourd'hui à rompre définitivement avec cette France-Afrique? Est-ce que vous ne pensez pas que M. Mohamed Idriss Déby ne fait que refléter aujourd'hui le desiderata de son peuple, celle de poursuivre dans cette lancée, ou alors est-ce que vous pensez que le peuple aujourd'hui tchadien est décidé à en finir? Non, je veux dire que vous avez au Tchad un paradoxe. Tout à l'heure, je vous ai parlé de politiciens en treillis. Un politicien en treillis qui a l'avantage d'avoir toute la semaine, tout l'arsenal militaire. Oui. Tout à l'heure, je veux également convoquer les éléments factuels à l'entame que nous avons observé, l'entame du grand dialogue national inclusif et souverain au Tchad. C'est-à-dire, vous avez eu certains leaders qui ont contesté le casting. Le casting qui avait été proposé de manière unilatérale par les organisateurs du grand dialogue au Tchad. Et parmi ces acteurs, il y avait Sucé Masra, le président du parti des transformateurs, qui a été maté, dont le siège du parti a été assiégé par la soldatesse. Ce sont là les signaux qui montrent qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas la contradiction. C'est même pas la police qu'on a envoyée au siège du parti. Ce sont les militaires. Donc, je ne pense pas que monsieur Mohamed Déby s'inscrive justement dans une dynamique d'apaisement. Il n'a même pas condamné. Je ne suis pas sûr que les hommes en tenue qui ont maté certains manifestants, qui les ont embrigadés, brutalisés, détruit même le siège, n'est-ce pas, le siège du parti des transformateurs, a été poursuivi par la justice, par l'institution tchadienne. Non. Ils ont été... Ça allait un peu des profits. Donc, est-ce que le discours... Nous sommes dans le discours, pour l'instant. Monsieur Mohamed Déby ne nous indique pas qu'il est en train d'engager une rupture. Je vous ai dit que c'est un produit, pour l'instant, c'est un produit de la France-Afrique. Oui. Je vous ai convoqué notre élément factuel lors des obsèques de son père, qui s'est présenté aux obsèques de son père, le seul locoderme qui a pris l'avion pour débarquer, n'est-ce pas, en Djamena, c'était qui? C'était Macron. Il a tenu un discours. Donc il a doublé ce coup d'État. Donc ça veut dire qu'il s'inscrit, pour l'instant, il est redevable à Macron de quelque chose. La preuve, c'est que nous avons tous les éléments. À savoir que pendant que le même Macron s'est ingénu justement à faire le bashing contre le Mali et les autorités maliennes, mais il a double, n'est-ce pas, la même situation au Tchad. Ça veut dire ce qui vous pousse à dire aujourd'hui que la transition tchadienne semble être différente de celle qu'on observe, soit du côté de la Guinée ou alors du côté du Mali. Bien, non, c'est pas que ça, c'est totalement différent. Du côté du Mali, ils se sont inscrits dans la dynamique panafricaniste, c'est-à-dire le chemin tracé par les pères. Oui. Fondateurs du panafricaniste, du panafricanisme, tant pour moi, en la personne de Modibo Keïta, par exemple. Pareil du côté de la Guinée-Conakry. Mais quelle est la ligne? Est-ce que vous percevez la ligne politique de manière objective, rationnelle? Est-ce que vous percevez la ligne politique de Mohamed Déby? Moi, je ne perçois pas. Le seul camp, le seul bloc dans lequel je le perçois, c'est le bloc France-africain. Et nous avons les éléments factuels qui le démontrent, qui nous amènent à illustrer notre propos.
savoir qu'il est France-africain, nous l'avons indiqué tantôt. Donc, aujourd'hui, il appartient donc au peuple tchadien, puis là, je l'ai invité. J'ai invité ce peuple tchadien. Il n'y a pas de révolution sans sacrifice. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'il s'intéresse, n'est-ce pas, au Tchad, une certaine oligarchie monarchique qui va prendre en otage à la fois le destin du peuple tchadien, à la fois du peuple du Tchad, entre autres, au travers des mécanismes soi-disant conditionnels, dont légaux, peut-être légitimes, avec l'adoubement de ces infrastructures internationales, de l'Union européenne, de l'Union française, qui justement ont des contrats au Tchad. Non. Il est important que le peuple tchadien soit très vigilant et défende coûte que vaille justement ses intérêts. C'est ça qui est la question. Bon, maintenant, s'il il estime que ce n'est pas possible, c'est pas possible, et ce peuple-là, malheureusement, c'est un peuple qui est très soumis à, parce que vous savez, au Tchad, c'est un peu la configuration politique au Tchad est un peu comme celle du Mali, où vous avez le peuple qui écoute beaucoup plus les dignitaires religieux, les chefs de communauté. Et très souvent, ces chefs de communauté jouent un double jeu. C'est-à-dire qu'ils sont affidés à l'État central, au moins aux responsables de l'État central, donc corrompus. Donc il est donc important qu'ils changent un peu de logiciel, c'est-à-dire qu'ils soient un peu plus vigilants, ce peuple tchadien-là, qu'ils veillent à ce que ses intérêts soient à la fois sauvegardés et respectés, mais surtout que les véritables instruments démocratiques soient mis en place. Pas les instruments démocratiques suggérés par Macron, par Ursula von der Leyen et les autres, mais les instruments démocratiques qui correspondent et qui s'adaptent à leur désidérata, à leur réalité, mais surtout à leurs problèmes. C'est ça qui est important. Donc, si aujourd'hui, dans le contexte, n'est-ce pas, du grand dialogue national inclusif et souverain qui vient de s'achever, il y a eu des annonces, et bien que le peuple tchadien, d'abord ces annonces, a l'effet de voir ce que ça va donner. Et quel rôle doit jouer le peuple tchadien dans cette nouvelle dynamique-là, celle qui vise notamment à rompre aujourd'hui les liens avec cette politique de la France-Afrique? Vous savez, le Tchad, comme la plupart de nos enclos coloniaux de l'espace francophone, vous avez des dynamiques endogènes. Vous en avez qui sont exogènes, je l'ai noté tantôt, vous en avez qui sont endogènes. Parmi ces dynamiques endogènes, vous avez dans le paysage, dans le champ politique tchadien, des hommes politiques qui pensent que pour avoir leur mandat, leur fauteuil présidentiel, il faut aller à Paris, il faut aller à Genève, il faut aller à Washington, au Royaume-Uni. Donc, et de facto, ils deviennent des collabos, ils deviennent des traîtres, ils deviennent des infiltrés, en quelque sorte. Ils deviennent un danger même, justement, pour le propre pays, pour le peuple. Donc, c'est ça qu'il est question. Tout à l'heure, je vous faisais remarquer que vous avez certains représentants diplomatiques qui ont leurs opposants du côté du Tchad, comme partout d'ailleurs, qui rencontrent certains leaders d'opinion de ce côté-là pour leur inculquer une autre idéologie que celle de la rupture. Or, aujourd'hui, dans le contexte de la multipolarité, de la rupture de l'unipolarité géopolitique, il est question que justement les peuples africains s'émancipent pour constater que l'unipolarité portée par Washington et ses alliés supplétifs européens n'a apporté que famine, calamité, catastrophe et guerre sur le continent africain. Il faut s'inscrire justement dans une autre dynamique, de la dynamique de la multipolarité géopolitique qui est justement portée désormais par d'autres puissances émergentes, c'est-à-dire les BRICS, entre autres. Effectivement. Donc, je pense qu'il est important que justement le peuple tchadien s'inscrive dans ça, parce qu'il s'agit avant tout de cette dynamique, parce qu'il faut éviter qu'ils se reproduisent au Tchad, que le peuple tchadien soit pris en otage. Il ne faut pas que le peuple tchadien soit pris en otage, parce que j'ai l'habitude d'appeler la dynamique de la reproduction des classes. C'est quoi la dynamique de la reproduction des classes? Ça veut dire que vous avez une élite qui est en place. Maintenant, quand elle part, elle vous laisse sa descendance pour vous gouverner. Pour gouverner vos enfants et vos petits-enfants. Non, il faut éviter cette reproduction de l'élite prédatrice, de l'élite, justement, de l'élite corrompue.
il faut engager l'étude de manière totale et définitive. Et c'est ce scénario-là qu'on observe aujourd'hui, c'est-à-dire pratiquement d'une monarchie qui est en pleine naissance de ce côté. Bien évidemment. Sinon, s'il n'y avait pas des arrière-pensées d'établir une monarchie sous le visage d'une république, je pense que le général 5 étoiles aurait carrément rendu son tablier pour un retour à l'ordre conditionnel. Mais malheureusement, ce n'est pas ça. Bien au contraire, à travers justement des concertations, des négociations souterraines, quelquefois avec des soupçons de corruption, il a pu amener la plupart des participants au grand dialogue national inclusif et souverain à lui accorder n'est-ce pas, 2 ans supplémentaires, c'est-à-dire jusqu'en 2024, pour rester dans le fauteuil présidentiel. Là, ça pose quand même problème, parce que c'est déjà pratiquement un mandat. Dans certains États, vous avez pratiquement 2 ans, plus de 2 ans, ça fait un mandat. Ce qu'on reprochait à celui qui est en Guinée-Conakry, ce qu'on a reproché au Mali. Et tout récemment encore, on mettait une sorte de pression au Burkina Faso pour respecter le calendrier qui pourrait constituer, ou du moins qui devrait conduire à un retour à l'ordre constitutionnel au 1er juillet 2024. Les institutions occidentales se sont ruées de ce côté au Burkina pour tenter d'imposer un calendrier, mais on se rend compte qu'ailleurs quand même, par exemple, comme à l'image de ce que vous disiez, c'est le silence sur ces 24 mois qui ont été à nouveau proposés, ou du moins accordés au président Mahamat. Non, ce n'est pas un silence. Tout à l'heure, je vous indiquais que la semaine dernière, j'ai lu et observé une vague d'hypocrisie de l'Union européenne de Paris qui condamnait, je ne sais pas pour quel titre. Pour vous, il s'agit d'une hypocrisie aujourd'hui. C'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Qu'est-ce que c'est l'hypocrisie? Déjà, je ne sais pas quel titre, peut-être parce qu'ils sont les financiers de cette affaire-là, qui condamnaient les 2 ans supplémentaires qui ont été accordés à Mahamat Déby pour un retour à l'ordre conditionnel. Donc, mais c'était l'hypocrisie. C'était l'hypocrisie, ça vous le savez. Mais en même temps, à quel titre? Mais qui s'occupe de leur contradiction, de leur problème? C'est-à-dire, ils se comportent comme s'ils n'avaient rien à dire dans leur propre biotope. C'est notre problème en fait. C'est que tant que Paris n'a pas reconnu, n'a pas adoubé votre élection, il faut que... Non, c'est pas ça. La réciprocité est pratiquement pas possible. Donc, je pense qu'aujourd'hui, pour revenir, n'est-ce pas, à votre question, le fait que Mahamat Déby ait été reconduit pour 2 ans supplémentaires comme président du Conseil militaire de transition, c'est pas ça le problème de fond. Le problème de fond, à mon sens, c'est qu'est-ce qu'il va en faire? La suite sera quoi? C'est ça qui est la question. Et pendant qu'il est là, qu'est-ce qu'il a posé exactement comme acte? Nous avons tout à l'heure suivi. Sur la première partie de la transition. Qu'est-ce qu'il a posé comme acte de manière concrète? Tout à l'heure, moi j'ai vu que la base militaire ne voit aucun acte politique qu'il a posé. Qu'il pose véritablement. C'est vrai qu'il est constamment en concertation avec certains hommes d'État, mais nous constatons qu'une partie du peuple tchadien lui a demandé de démanteler du territoire tchadien la base militaire qui s'y trouve. Je ne suis pas sûr qu'il a suivi ça. Une partie du peuple tchadien lui a demandé d'annuler les accords, tous les accords de militaires de coopération, tous les accords de défense de coopération qui lient le Tchad à Paris. Je ne suis pas sûr qu'il l'a fait. Le peuple tchadien lui a demandé, par exemple, la nationalisation de certaines entreprises de ce côté-là, et de changer de partenaire militaire, stratégique, et d'aller vers la Russie. Je ne suis pas sûr qu'il l'a fait. La Russie n'est pas au Tchad. La Russie ne s'y trouve pas. Donc, je pense qu'aujourd'hui, en plus, un autre élément qu'on a failli oublier dans notre analyse, qui a poussé justement le Mali, à sortir du G5 Sahel, c'est que M. Mahamat Déby a assuré la présidence du G5 Sahel. Oui. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas laissé la place qui revient des droits au Mali? Parce que c'est Paris qui lui a demandé de ne pas céder cette place-là. Donc, ça veut donc dire que tous ces éléments mis sur la table nous amènent à dire
de manière objective que ce monsieur-là, il ne roule pas pour les Tchadiens et pour les Africains. C'est un France-Africain en puissance qui va protéger et préserver les intérêts de hexagonaux au Tchad. C'est tout. Monsieur Aïssi, vous avez dressé tout à l'heure une liste de choses qu'aurait dû faire le président Mahamat Idriss Déby sur cette première partie de la transition, mais qu'il n'a pas eu à faire. Mais relevons quand même que sous sa direction, il a milité et il a obtenu le retour au pays d'anciens chefs rebelles. On parle par exemple des frères Erdimi. Ça, c'est également un élément de poids aujourd'hui à mettre à son actif. Cette volonté de réconcilier passe également par un retour au pays pour ceux qui étaient en exil, ces anciens chefs rebelles-là. Non, je pense que si c'est ça que vous mettez à son actif, comme bilan, après pratiquement 2 ans passés... Non, je cite un élément parmi d'autres. Ça veut dire que c'est trop chiche. C'est chiche. Je pense que tout à l'heure, dans mon premier jet, je reconnaissais et je saluais ces bonnes dispositions, je parle des dispositions politiques, à rassembler tous les Maliens, toutes les Maliennes autour de la construction du Tchad. Je les saluais. Mais ça ne suffit pas. Lorsque tous ces compatriotes vont rentrer au Tchad, c'est quoi la suite? Est-ce que nous allons retourner dans des vieux démons qui ont contribué à créer le chaos politique dans la scène, au niveau du Tchad, à créer le désordre sécuritaire dans le Tchad? Aujourd'hui, vous avez des Tchadiens qui pour certains sont affamés, qui ne mangent pas à leur faim. Est-ce que cette question est réglée? Vous avez des Tchadiens, comme la plupart des jeunes, qui cherchent de l'emploi. Est-ce qu'il a réglé ces problèmes? Est-ce que, comme dans mon pays, au Tchad, les Français, je veux dire les Européens, respectent les Tchadiens? Parce que en Côte d'Ivoire, par exemple, les Européens n'ont aucun respect pour les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont étrangers chez eux, dans leur propre pays. Est-ce que c'est la même chose au Tchad? Donc, il est important, moi, à mon sens, qu'ils s'engagent justement dans la construction véritable du Tchad. Pas pour servir les intérêts des lobbies internationaux, des lobbies de Paris, des lobbies de Washington, des lobbies belges, des lobbies anglais et consorts. Non. Ou bien de l'Arabie Saoudite. Je pense qu'aujourd'hui, il est important qu'on voit qui renégocie d'ailleurs les contrats. C'est un contrat qui ont été attribués à certaines multinationales étrangères, notamment en ce qui concerne le contrat pétrolier, par exemple. Il doit pouvoir les renégocier. Il doit renégocier ces contrats-là qui, justement, desservent les intérêts à la fois des Tchadiens. Donc, voilà les actes forts, les chantiers forts dans lesquels ils devaient s'engager. Je ne suis pas en train de dire que... Parce que l'on parle également d'un chantier qui n'est pas négligeable, celui de la sécurité. On le sait, le Tchad a longtemps été en insécurité. Le fait aujourd'hui de ramener ces anciens rebelles voudrait peut-être également montrer que M. Mahamat a choisi de sécuriser dans un premier temps, d'assurer une certaine sécurité, une certaine stabilité au sein du pays avant de se pencher sur d'autres aspects prioritaires. C'était militaire, bon, sa priorité devrait être justement assurer la sécurité. La sécurité, oui. Non, ça devrait être sa première mission d'ailleurs. C'était un militaire. Et il a tous les outils pour ça. Oui. Il a une base française, il a les Américains qui soutiennent dans cette affaire-là, mais je dis que oui, le chantier sécuritaire est noble, mais il y a le chantier social, le chantier économique, le chantier de l'émancipation politique. Il a commencé à l'engager, en tout cas à travers des déclarations là que nous avons suivies. Il s'engage à justement ouvrir un autre chantier du point de vue politique. C'est une bonne chose, mais les Tchadiens ont faim. Les Tchadiens veulent de l'emploi, ils veulent se soigner décemment, ils veulent avoir accès à l'eau potable, ils veulent avoir accès au travail, ils veulent envoyer leurs enfants à l'école. Voilà d'autres chantiers qui sont intéressants. Ils veulent que lorsqu'il y a un contrat pétrolier, lorsqu'il y a une entreprise qui ouvre ses portes au Tchad, que les Tchadiens soient prioritaires et occupent les grands postes. Que les Tchadiens aient une formation décente. C'est ça qui est la question. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez justement, je veux dire, le classement des grandes écoles, des grandes universités dans le monde, aucune université, aucune grande école qui n'est pas francophone n'y figure.
C'est un problème. Donc je pense que ça devrait être, il faudrait donc que monsieur le président du Conseil militaire de transition s'inscrive dans cette dynamique, à savoir la dynamique de la constitution du Tchad, la réconciliation nationale. Il a évoqué, nous avons également dit sur ce plateau, mais je pense que c'est pas le seul. C'est pas le seul chantier. Je pense qu'il a également parlé d'une nouvelle constitution. Oui, effectivement. D'une nouvelle constitution. L'adoption d'une nouvelle constitution. Voilà. On attend de voir ce que ça va nous réserver, la rédaction de cette nouvelle constitution. Parce que pour adopter une nouvelle constitution, il faut d'abord un comité de rédaction de cette nouvelle constitution. Passer par voie référendaire ou par voie parlementaire. Il n'a pas besoin. Il a les outils. Il va mettre en place. Je pense qu'il a un gouvernement qui va lui permettre de mettre en place justement cette structure qui va pouvoir rédiger la Constitution. On n'a pas besoin d'un référendum pour ça. Maintenant, ce qui est intéressant, qu'est-ce que les gens vont mettre dans la Constitution? Qu'est-ce qu'ils vont leur suggérer de mettre dans la Constitution? Bon, c'est ça, tu sais, donc c'est toutes les questions, tous ces questionnements qui nous amènent à penser que, bon, nous espérons que, après avoir fait des annonces, ces annonces-là ne seront pas suivies, véritablement, des faits concrets. Donc, il faut donc que cette Constitution-là qui va être rédigée ne soit pas ne puisse pas être un document qui va plus créer des problèmes qu'apporter des solutions. On parle de 24 mois. Vous pensez que c'est faisable en 24 mois? Pensez-vous qu'il s'inscrira effectivement dans cette logique sur les 24 mois qui nous séparent d'un retour à l'ordre constitutionnel du côté du Tchad? Je pense qu'il a eu 24 mois, vous voulez pas dire que 12 mois, 24 mois supplémentaires? Oui, 24 mois supplémentaires. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je pense qu'il était bon, intéressant de questionner son bilan des précédents mois qu'il a passé à la tête du Conseil militaire de transition pour solliciter un délai supplémentaire de 24 mois. Bon, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, c'est ce qu'il va faire dans les 24 mois qui arrivent. C'est suffisant. C'est suffisant. Largement très suffisant. Ça veut dire qu'il engage certains chantiers. Vous savez, on ne gouverne pas un pays à travers des plateaux de télé. Il y a d'autres espaces dans lesquels on gouverne un pays. Il y a d'autres instruments à travers lesquels on gouverne un pays. Donc, ce n'est pas sur un plateau de télé. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il a engagées, qui sont encore dans le secret, mais qui seront rendues publiques certainement. Donc, je crois que, pour revenir à l'essentiel, ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait des annonces. Là, il a parlé comme un homme politique, qu'il est désormais. On a beau lui présenter comme étant un militaire, mais c'est désormais un homme politique. Donc, mais il ne faut pas qu'il parle comme si il faisait abstraction des contradictions qui demeurent. Parce qu'il y a des contestations. Parce que je l'ai entendu dire que les fruits les fruits ont tenu la promesse des fleurs, que le dialogue s'est passé comme il espérait, mais faisant fi. Donc là, ça démontre qu'il fait fi des contradictions qu'on a observées lors justement de la préparation ou alors de la tenue. Non, d'abord de la préparation. Je vous ai dit que vous avez certains leaders politiques et des leaders d'opinion qui estiment qu'ils n'ont pas été associés aux préparatifs de cet événement. Et qui n'ont pas été associés au choix des thèmes. C'est-à-dire qu'il y a certains thèmes, certaines problématiques qui ont été éludées parce que ça n'a arrangé certainement pas les organisateurs du grand dialogue national. Donc, ils ont carrément quitté la salle. Donc, il va donc falloir faire preuve de beaucoup de diplomatie pour justement éviter que cette dynamique de contestation que nous avons observée ne dégénère pas, ne trouve pas le champ politique, ne trouve pas les perspectives qui sont annoncées par le président du Conseil militaire de transition. Donc, il faut prendre cela en compte. Ce sont les dynamiques qu'il faut prendre en compte, les contestations qu'il faut prendre en compte, ce sont les opinions qu'il faut prendre en compte. Il ne faut pas faire comme si on voulait faire un passage en force, un peu comme ces démocrates qui nous enfument tout le temps, qui sont des démocrates, mais vous disent que si l'Assemblée nationale, justement, si les députés de l'Assemblée nationale apportent leur droit de censure sur un projet de loi quelconque, sur le projet de loi sur les retraites, il va dissoudre cette affaire-là.
non, il ne faut pas que ça se passe comme ça. Il faut éviter les passages en force. Il faut éviter cela. C'est ça qui apporte justement des troubles, des désordres. C'est ça qui a les frustrations et ça dégénère. Je pense que s'il est dans une dynamique de réconciliation, d'écoute, parce que quand je l'entends parler, j'ai le sentiment qu'il a eu le temps d'écouter tout le monde et qu'il est disposé à écouter davantage tout le monde. Il faut donc qu'il s'inscrive dans cette dynamique d'écoute. Parce que le véritable problème d'ailleurs, Baudelaire, avec nos dirigeants, c'est qu'ils n'ont pas le sens de l'écoute. Oui. Et lorsque vous avez quelqu'un qui ne vous écoute pas, ça vous oblige à devenir rebelle. Ça crée le désordre. Et quand il y a le désordre, on ne peut plus rien se dire. C'est le chaos. Donc, c'est ça le problème avec nos dirigeants. Ils n'écoutent pas. Que ce soit d'ici ou d'ailleurs. Ils n'écoutent pas. Ils vous donnent l'impression que vous ne sont pas vos mandataires. Or, c'est vous qui les élisez. Et si tu es arrivé là où ils sont, ils vous prennent ils vous regardent avec beaucoup de condescendance. Or, ils ne sont que le mandataire du peuple. Oui. Si le peuple est souverain, du moins, dans ma compréhension de la démocratie, c'est donc le peuple qui est souverain et qui mandate son pouvoir au travers des représentants choisis par lui. Donc, et si ce représentant que tu as choisi devient arrogant, méprisant à ton endroit, tu le censures. Monsieur Aïssi, vous parlez d'écouter tout le monde, vous parlez de pousser bien sûr le président Mohamed Idriss Déby à prendre connaissance que voilà, la transition se fera avec pratiquement toutes les forces vives du pays. Nous sommes passés pour les prochains 24 mois un gouvernement de transition, un gouvernement d'union nationale. Vous ne pensez pas qu'il est également sur cette voie-là, c'est de vouloir impliquer tout le monde aujourd'hui, de vouloir impliquer toutes les forces vives du côté du Tchad, passer d'un gouvernement de transition à un gouvernement d'union nationale? Bon, disons que l'union nationale, cela suppose qu'il faut, il y aura une large concertation, et un bon consensus autour pour amener tout le monde autour de la table. Oui. Mais qu'est-ce qui se cache également derrière qu'est-ce qui peut se cacher derrière ce gouvernement d'union nationale? C'est peut-être de vouloir aussi compromettre tout le monde. C'est un peu c'est Ali Bongo qui avait l'habitude, je parlais de Thomas Bongo, je vous dis Thomas Bongo, le président, l'ancien président du Gabon, qui avait là justement de cette façon de faire, c'est-à-dire il mouillait tout le monde comme on dit chez nous. Et du coup, votre parole de contestataire ne portait plus. Mais parce que pour servir un pays, vous n'êtes pas obligé d'être ministre. Nous, à notre niveau, nous servons à la fois le continent et le pays. Vous, en tant qu'homme politique, vous n'avez pas absolument vocation à devenir membre du gouvernement. À votre niveau, vous pouvez le servir autrement. Donc, je pense que dans tous les cas, il a ouvert une brèche. On attend de voir ce que ça donne. Comme je vous l'ai indiqué tantôt, je suis un analyste, je suis journaliste, je suis un analyste politique, c'est vrai, mais je suis également journaliste. Nous, les journalistes, on n'analyse pas les spéculations, on n'analyse pas les déclarations, ce sont les faits, les événements que nous commentons et analysons. Donc, nous attendons de voir, je pense que dans l'immédiat, ce qu'il va faire, est-ce qu'il va libérer les prisonniers tel qu'annoncé. Il a promis, hein. Il a promis. Oui, tel qu'annoncé. Je crois que c'est hier que ça a été clôturé, cette affaire-là. Avant-hier, ça s'est clôturé, le grand dialogue national inclusif et souverain. Hier, il y a eu les grandes annonces. Bon, il y a eu les grandes annonces par-dessus tout. Il y a eu nomination des premiers ministres du gouvernement qui est en train de certainement d'engager depuis hier, n'est-ce pas, il a de larges consultations et concertations pour former son gouvernement. À la suite de ce gouvernement, on attend de voir ce qui va se passer. Donc, je connais nous ne perdons pas, n'est-ce pas, on ne perd rien. On ne perd rien à observer ce qui va se passer. Mais, connaissant un peu le fonctionnement de nos leaders, de nos dirigeants dans l'espace francophone, permettez-moi de mettre des réserves. C'est-à-dire que vous n'êtes pas convaincu, ou du moins vous préférez être mesuré.
sur... Je préfère être circonspect. Par rapport à ces annonces-là. J'attends de voir. Ah bien. Voilà, il est donc parti, Monsieur Paimi Padaké, l'ancien Premier ministre, celui qui a assuré la fonction de Premier ministre durant 18 mois, lui qui était arrivé aux affaires au mois de mai 2021. Il a donc présenté officiellement sa démission au président de la transition tchadienne. C'était en début de cette semaine, mardi pour être plus précis. Et hier mercredi, l'annonce forte a donc été faite, celle de l'arrivée d'un nouveau Premier ministre. Et c'est peut-être également par lui, Monsieur Aïssi. Il s'agit bien sûr de l'opposant historique Saleh Kebzabo que passera ce gouvernement d'union nationale. Parce qu'il sera chargé de nommer les membres du gouvernement qui vont l'accompagner. Monsieur Paimi est parti au même titre que tous ses membres de gouvernement. Donc, clairement, ce gouvernement d'union nationale passera également par Monsieur Saleh Kebzabo. Tout à l'heure, je vous ai fait comprendre que le fait que l'ancien Premier ministre remette sa démission et celle de tout son gouvernement au président du Conseil militaire de transition, qu'il a accepté, signifie tout simplement en politique qu'il a fait son job. Parce qu'il y a une nouvelle équipe qui va arriver, c'était un nouveau mandat. Il y avait un premier mandat de la transition qui est arrivé à son terme. Après le dialogue, avec le dialogue national, eh bien, il fallait remettre donc sa démission avec celle, ainsi que celle de tout son gouvernement. Ça a été accepté, il est parti et acté. Il y a notre Premier ministre qui est arrivé, qui a la mission de proposer un autre gouvernement. Surtout qu'il connaît bien l'univers politique au Tchad. Oui, maintenant, dans le contexte actuel, est-ce que ça va être une tâche facile? Est-ce que ça va être une tâche compliquée ou complexe? En tout cas, la question n'est pas là. On ne cherche pas à entrer dans le détail de ces consultations, ni de ces consultations. Ce que les Tchadiens attendent, c'est que ce gouvernement soit mis en place et qu'il se mette au travail. Et que ce gouvernement, justement, apporte des solutions à leurs problèmes. Parce que lorsque vous faites le choix des hommes, c'est pour apporter des solutions aux problèmes des populations. Tout à l'heure, je vous ai égrené un ensemble de populations auxquelles sont confrontés, n'est-ce pas, les peuples tchadiens. C'est-à-dire, ils ont d'abord des problèmes d'ordre sécuritaire, les problèmes d'ordre social, se soigner, aller à l'école, travailler, entre autres. Donc, c'est tout un nombre de problèmes qu'il faut résoudre. Avoir accès à l'eau potable, qui n'est pas une denrée très plus facile de ce côté-là. Donc, c'est important de construire des infrastructures hôtelières, hospitalières, scolaires, entre autres. Donc, voilà, entre autres, des missions essentielles d'un gouvernement. On attend donc de voir ce que ça va donner, ce gouvernement. La suite, c'est quoi? Parce qu'il y a des problèmes de fond. Je pense qu'aujourd'hui, le peuple tchadien, d'ailleurs, exprimé il y a quelques mois, c'est-à-dire qu'il fallait changer de partenaire stratégique. Comme c'est le souhait de la plupart des peuples sur le continent africain, changer de partenaire stratégique. Nous avons... Vous ne pensez pas que les autorités de la transition ont les mains liées actuellement? Ça ne sera pas évident de changer aussi facilement de partenaire stratégique? Lorsque vous êtes le dauphin de quelqu'un, ça devient très compliqué de changer de partenaire stratégique. Et M. Mohamed Déby est le dauphin de Jupiter, si vous voulez Macron. Vous avez une base française, militaire française, qui est au Tchad, pas très loin de la présidence de la République. Vous avez des multinationales françaises qui ont des gros contrats au Tchad au détriment des sociétés tchadiennes. Donc, ça devient très compliqué. Ça devient très, très compliqué. Tout à l'heure, je vous ai prouvé en quoi est-ce que Mohamed Idriss est le dauphin de Macron. Ici, il a pointé son nez aux obsèques. C'était d'ailleurs le seul à pointer son nez aux obsèques du président Mohamed Idriss Ino. Il a tenu un long discours. Ensuite, il a adoubé le coup d'État qu'il a opéré, son dauphin. Par la suite, il a plusieurs fois
invité à le rencontrer à l'Élysée. Donc, il y a plusieurs paramètres comme ça qui nous permettent donc de comprendre que c'est très compliqué. Et dans le contexte de la lutte contre le terrorisme au Sahel, je parle de la présidence tournante. Oui. Mahamat Déby est assuré la présidence tournante, arrivé à son terme, alors que son mandat était arrivé à son terme, il n'a pas voulu céder le siège à son camarade malien. Sur instruction de qui? De Paris. Donc, quand vous avez ces éléments-là sur la table, ça devient très compliqué de choisir un autre partenaire stratégique, notamment celui que beaucoup de pays africains choisissent actuellement, c'est-à-dire la Russie. Vous ne suis pas sûr que vous avez vu la Russie au Tchad. La Russie n'est pas au Tchad. Pas parce que peut-être le Tchad, les militaires tchadiens sont des bons combattants, des bons soldats. Si ils étaient des bons soldats dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, ils ne solliciteraient pas justement l'assistance militaire française ou américaine, par exemple. Ça veut dire que il y a quelqu'un derrière, justement, qui souffle les réponses, les solutions à apporter, la façon de faire, de diriger le gouvernement, le Tchad. Donc, je pense que dans ce contexte-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je questionne encore le choix politique et stratégique de ce président du Conseil unité de transition, qui ne rentre pas dans la dynamique panafricaniste. Il s'agit d'une posture qu'il trouve absolument ambiguë. Au regard du contexte dans la sous-région, où vous avez, au Tchad, vous avez les populations, en Centrafrique, vous avez les populations qui demandent le départ des forces militaires françaises qui sont parties. Ce n'est pas déjà le cas. L'arrivée de la Russie est déjà effective sur le terrain. Du côté du Gabon, on demande le démantèlement de la base militaire française qui est située là, de ce côté-là, pas loin de la Première République, et l'arrivée de la Russie. Au Cameroun, nous qui sommes engagés dans le panafricanisme, nous demandons le départ de tout l'impérialisme occidental, y compris des Français, et de changer de partenaire autant que de multiplier notre partenariat stratégique. C'est le cas de la Russie, qui est déjà là. Et ça a été dit par avoir la plus autorisée de ce côté. Vous avez du côté de la Guinée-Conakry, de la Guinée équatoriale, justement, le Cameroun qui est, la France qui justement fait également des pressions de ce côté. Donc, c'est fait comprendre une chose. Il n'y a que le Tchad qui nous pose des problèmes. Le Tchad nous pose des problèmes parce que... centrale. Oui, en Afrique centrale, le Tchad nous pose des problèmes parce que c'est très compliqué de faire une lecture objective de sa posture. Avec son père, Mahamat Déby Itno, on commençait à percevoir des changements de cap, une certaine rupture avec l'Hexagone. Ça a été plusieurs fois, il a reçu, n'est-ce pas, des visiteurs de minuit venant de Paris pour lui parler, justement, pour lui faire des reproches. Sur la nouvelle dynamique qu'il voulait impulser. Voilà, pour lui faire des reproches, pour attirer son attention, lui demander de préserver les intérêts, tout ça, nous connaissons la suite. Donc, je pense qu'aujourd'hui, peut-être parce qu'il a été douché par le sort qui a été réservé à son père, qui est un peu prudent, mais je pense qu'il n'y a pas de révolution. Sauf la révolution, ça vous ne la faites pas. Donc, est-ce qu'il s'inscrit dans cette dynamique de révolution? Je ne vois pas en lui un révolutionnaire, en tout cas. Merci, monsieur. Ici, il nous reste à peine 5 minutes à passer ensemble. On va également vous permettre de dire un mot sur les assises nationales qui se tiendront demain, du moins à partir de demain du côté du Burkina Faso. Ces assises nationales donc qui verront la désignation d'un président de la transition de ce côté. Pour l'heure, c'est bien sûr le capitaine Ibrahim Traoré qui a la charge et qui a été investi chef de l'État
via un acte fondamental lu à la télévision nationale burkinabé. Le peuple aujourd'hui voudrait donc plus que jamais avoir un président de la transition de ce côté. Mais sur les enjeux de ces assises nationales, vous avez également suivi l'actualité du côté du Burkina Faso avec le renversement du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Dabiba le 30 septembre dernier et l'arrivée aux affaires du capitaine Ibrahim Traoré. Quelques jours après, l'annonce a été faite, celle de la tenue de ces assises nationales qui aboutiront bien sûr à la désignation d'un président de la transition. Votre regard sur ces assises-là qui se tiendront pendant 2 jours? Mais écoutez, déjà il faut indiquer qu'actuellement le peuple burkinabé oui. a une priorité majeure. Cette priorité-là est d'ordre sécuritaire. Oui. Ça nous rappelle un peu le contexte malien où on demandait aux actuelles autorités maliennes d'organiser les élections pour un retour à l'ordre constitutionnel, qui n'était pas une priorité et qui n'est pas une priorité. Et quand le peuple malien, les autorités maliennes ont décidé, ont choisi ce qui était la priorité, c'est devenu un problème. Donc c'est la même situation en ce moment du côté du Burkina Faso. C'est-à-dire la situation sécuritaire qui est dégradée. Vous avez 40% du territoire burkinabé qui est au contrôle de l'État central. Oui. C'est entre les mains des terroristes et des groupes armés. Et vous avez en territoire burkinabé une opération qui s'appelle Sabre. C'est une opération, et les éléments de cette opération Sabre sont constitués des forces spéciales françaises qui appuient Barkhane au niveau dans la soi-disant lutte contre le terrorisme au Sahel. Oui. C'est dans ce contexte-là donc, et cette dégradation de la sécurité sécuritaire qui interviennent les 2 coups d'État que vous avez tout à l'heure évoqués. Naturellement, lorsqu'il fait son coup d'État en janvier, je crois, 2024, M. Damiba... 2022, le 24 janvier. 2022, autant pour moi. J'étais dans une autre tribune, j'étais sceptique. J'étais sceptique. J'ai déjà, lorsque j'ai lu pour son parcours, tout de suite j'ai compris que ce n'était pas le même de la situation. Et les événements nous ont donné raison. Aujourd'hui, c'est-à-dire en tant que chef de l'État, Antroyi, je pense qu'il était très bien placé pour régler les questions sécuritaires. C'est ce qui a conduit au dernier coup d'État que vous convoquez. Oui. Maintenant, qu'est-ce que ça va produire les assises nationales? Je pense que le président Ibrahim Traoré, le nouveau président de la transition, a indiqué qu'il n'a pas des ambitions politiques. Il va rentrer dans les casernes, mais il faut mettre en place quelqu'un qui va assurer la transition. Mais il faut que ce soit une transition contrôlée. Pas par Paris, comme c'est annoncé, mais il faut que ce soit une transition contrôlée par les militaires. Parce que ça ne peut pas être contrôlé par les militaires. On ne serait pas... Non, ça ne dérangerait pas qu'il y ait un autre coup d'État. Mais pour qu'il y ait une transition contrôlée par un militaire, ça veut dire qu'il y aura un président de transition militaire. Dans tous les cas, quel qu'il soit, vous savez... Qu'il soit civil ou militaire. Qu'il soit civil ou militaire, qui sait de nous dire que les militaires, la plupart des militaires, c'est dans les casernes. De Gaulle a quand même fait un coup d'État, c'était un putschiste. Mais les gens qui sont... Vous avez quand même des gens à Paris qui ont pour modèle de Gaulle, n'est-ce pas? Vous avez, je crois, Eisenhower, l'un des présidents des États-Unis qui était militaire. Est-ce qu'ils ont mal gouverné? Je parle d'Eisenhower. Maintenant, de Gaulle, quel sort a réservé aux Africains? Donc, qui s'arrête de nous faire comprendre qu'un militaire peut pas être un bon gouvernement, un bon dirigeant. Durand, c'était quoi? C'était un militaire. Kadhafi, c'était un militaire. Sankara, c'est quoi? C'était un militaire. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Donc, moi, je pense que il faut... C'est un faux débat qui est souvent fait autour de... Est-ce que Assimi Goïta n'est pas un militaire? Est-ce qu'il dirige le Mali? Damiba, qui est du côté de la Guinée-Conakry, qui est Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, voilà, oui. qui est en Guinée-Conakry, qui dirige actuellement le Mali, pas dans le sens des intérêts de l'Hexagone, parce que vous, ces gars-là, dès qu'ils commencent à vous insulter, ça veut dire que vous ne défendez plus leurs intérêts. Donc,
Pourquoi? Parce que Doumbouya a décidé de nationaliser l'exploitation des ressources naturelles de ce côté-là. Il a décidé la transformation de l'or, de tout ce qui sort de la terre, de ce côté, que ça doit être transformé en Guinée, raison pour laquelle il est sur les fous des autres. Il a commencé à nationaliser ces raison pour laquelle sa transition, il est qualifié de mauvais élève. Absolument, justement. C'est la même chose, la même chose du côté du Mali, qui a pris une autre route, parce qu'ils sont engagés dans la dynamique panafricaine. Donc, nous souhaitons que dans les assises qui sont annoncées du côté du Burkina Faso, qu'on ait à la tête de la transition des panafricanistes, des patriotes, des nationalistes, parce que l'Afrique en a besoin actuellement. Et aujourd'hui, je pense, là, je suis d'accord avec Trump qui a annoncé que le 21e siècle, c'est le siècle des patriotes. Parce qu'aujourd'hui, tout le blablabla que vous suivez dans les médias mainstream, qui est porté par ce que vous connaissez, qui vous disent qu'il faut aller soutenir la guerre, qu'il faut condamner, n'est-ce pas, Poutine, la Russie qui a engagé une opération militaire spéciale en Ukraine, mais c'est une oligarchie qui veut défendre ses intérêts. Même pas les intérêts de leur peuple, mais ils veulent défendre leurs petits intérêts. C'est tout. Donc, dans le contexte africain, il faut s'organiser parce qu'aujourd'hui, dès qu'ils vont commencer à manquer de quoi manger, du gaz, du pétrole, ils vont se ruer sur le continent africain. Soit avec le soft power, soit avec le hard power. Il faut donc qu'on ait des patriotes, qu'on ait des nationalistes qui sont capables de résister dans cette bourrasque-là. Donc, ce que nous espérons tout simplement que on ne va pas assister à un troisième coup d'État du côté du Burkina Faso parce que les ambitions, je veux dire les espoirs, les attentes des populations n'ont pas été satisfaits parce que le pouvoir du peuple a été dévoyé, comme ça a été le cas de Damiba, qui a dévoyé justement la confiance qui a été placée en lui par le peuple burkinabé. Et le peuple burkinabé a demandé son départ. Voilà ce qui s'est passé. Et vous comprenez aujourd'hui ces espoirs qui sont mis sur le jeune capitaine Ibrahim Traoré du côté du Burkina Faso. Il est jeune, il est jeune, il connaît la dure réalité du front. Lui-même, il a dit qu'il a souvent été au front. Il a vu comment certains de ses compatriotes mouraient de faim, mangeaient, n'est-ce pas, les écorces ou bien les feuilles d'arbres pour se nourrir. Alors qu'il y avait au Ouagadougou quelqu'un qui s'embourgeoisait en buvant des fruits de champagne, en mangeant du caviar, au lieu de faire son job, parce que vous aviez des militaires qui allaient au front sans avoir l'équipement nécessaire pour faire leur job. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est important que le capitaine Traoré, avec ses camarades, n'est pas seul, parce que vous ne pouvez pas faire un coup d'État seul. Donc, avec ses camarades, ils vont rester vigilants, mais surtout sauvegarder l'intégrité du territoire. Parce que c'est important, c'est le premier devoir d'un soldat. C'est-à-dire préserver n'est-ce pas, l'intégrité du territoire, assurer la sécurité des populations. Et je crois justement que cela sera garanti aux populations, au peuple burkinabé. Fort de sa maîtrise du terrain. Absolument, fort de sa maîtrise du terrain, fort de l'emploi, parce qu'il n'a pas, je pense que lorsque je lis ce cursus, il n'a pas ce n'est pas un légionnaire qui a été formé à Saint-Cyr. Donc, il a été formé, il a fait ses études au Burkina Faso, il a été formé au Burkina Faso, donc c'est un enfant du pays, comme on a l'habitude de dire chez nous. Donc, il peut être un bon patriote, un bon nationaliste, un bon panafricaniste qui connaît les réalités, qui connaît les problèmes justement de son pays, de ses compatriotes, de ses concitoyens. Donc, je crois qu'aujourd'hui, moi je pense qu'il est important qu'il soit attentif aux suggestions du peuple burkinabé. Je crois qu'au début, à la fin de l'année dernière, vous avez une partie de la jeunesse burkinabé qui a été tuée par une armée d'occupation. Par les éléments d'une armée d'occupation qui traversait le territoire burkinabé pour aller avec son corps pour aller s'installer sa base sur notre territoire. Je pense que ces images-là, nous les avons vues. Vous avez des enfants dont la moyenne d'âge oscillait entre pratiquement 7 ans et 20 ans qui justement criaient leur révolte, criaient, n'est-ce pas, leur colère. En face, qu'est-ce qu'on a dit? On a tiré à balles réelles. Officiellement, ça a fait 3 morts, quelques blessés. Et
comme ce n'est pas toujours, on a corrompu les familles pour que ces familles, n'est-ce pas, ne saisissent pas les tribunaux, les instances judiciaires compétentes. Donc, c'est ça qui est la question. Il faut donc que ces images-là, chaque fois qu'un responsable burkinabé aura envie de faire autre chose, ce qui est attendu du peuple, qui se rappelle qu'il y a